je vais inviter à me rejoindre, attention, il y a 12 personnes, Laetitia Prat, administratrice de l'ADRE, et Chloé Billot, responsable de projet à l'ADRE. Qui partageront le canapé avec libéral. On va commencer avec vous deux, Laetitia et Chloé, puisque c'est un peu de votre faute si on est là. Rapport à ce très très beau rapport, ou guide, c'est plus un guide qu'un rapport en fait. Smart Village vers un modèle français au service des territoires ruraux. Donc voilà, je vais vous laisser la main, vous faites un petit signe à Baptiste quand vous souhaitez changer de slide. Racontez-nous peut-être ce que c'est qu'un Smart Village de votre point de vue, compte tenu des initiatives que vous avez analysées et traversées, et puis qu'est-ce qui fait un Smart Village à la française? Alors, je vais déjà vous parler de l'ADRE. L'ADRE, c'est l'Association pour le développement en réseau des territoires et des services. L'ADRE intervient à l'échelle du massif alpin, donc principalement région sud, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on intervient auprès de collectivités, d'acteurs, pour les accompagner dans tout ce qui est projet autour du développement local et accès aux services pour la population et les populations des territoires. On est, comme je vous l'ai dit, principalement axé ruralité et montagne, voire haute montagne, certains endroits. L'ADRE, c'est un accompagnateur aux expérimentations, aux nouvelles façons de travailler. Donc, voilà. Et aussi l'accompagnement au développement de nouveaux services. Ensuite, on s'inscrit beaucoup dans tout ce qui est mise en commun des outils, tout ce que vous trouvez publié par l'ADRE et est accessible, disponible en téléchargement sur le site. Donc voilà, il y a une volonté d'utiliser des licences libres et que tout le travail produit soit disponible pour tout le monde. Voilà. Donc, ouais, non, c'était celle d'avant. Et donc, la raison de notre venue aujourd'hui, c'est ce petit guide. Donc, vous pouvez soit le télécharger, comme j'ai fait en version soit, il nous reste quelques exemplaires papier. Donc, ce guide, c'est à la suite d'un projet européen qui a été porté, auquel l'ADRE a participé, un Interreg qui s'est déroulé de 2018 à 2021, c'est Smart Village. Donc, ce projet, c'était comme ça a été évoqué, de juxtaposer Smart City, Smart Village, qui est le plus intelligent, qui l'est moins. Et voilà, du coup, comment l'innovation technique, l'innovation numérique pouvait être un apport sur nos territoires. Donc, la première version, le premier acte de ce qu'a débuté l'ADRE, c'était de travailler avec un territoire pilote en Auvergne-Rhône-Alpes, qui était le Royan-Vercors. Donc, ils ont initié des actions, ils ont été accompagnés. Et voilà, des nouveaux services qui, a priori, continuent encore. Même le programme terminé, ces services ne se sont pas arrêtés. Ce qui est un des objectifs aussi des actions menées par l'ADRE, c'est de ne pas faire une expérimentation et que ça s'arrête. L'idée, c'est de voir comment on peut pérenniser derrière. Donc là, issu de cette belle expérience, le réseau rural national s'est rapproché de l'ADRE pour voir comment on pouvait rédiger un document et transmettre en fait la méthode et aussi informer sur tous les différents exemples français de Smart Village
ou je ne sais pas comment on pourrait remplacer smart, mais en tout cas, on a plein d'idées. Voilà, il y a des villages d'avenir, il y a des villages mais voilà, intelligents. donc l'idée c'était vraiment de recenser un maximum d'initiatives et de pouvoir les rendre visibles aux territoires et aux villages qui souhaitaient se lancer là-dedans ou se rendre compte qu'ils étaient smart villages sans le savoir. Aussi. Enfin, faut aussi voilà, donc la suite pour laquelle on va aussi intervenir, c'est que l'Europe a lancé un nouvel appel à projet qui s'appelle Smart Community et l'adresse est positionnée et le partenaire français sur ce projet européen. Et je passe la parole. Merci. Et donc, je vais vous expliquer en 5 minutes le contenu d'un guide de 150 pages. Donc, vous vous douterez bien que c'est un condensé. Laetitia Lati, le réseau rural national, nous a sollicité pour rédiger ce guide méthodologique. On n'était pas tout seul. Le comité de pilotage était constitué du ministère de l'Agriculture, de la NCT, de l'ASP. On avait aussi un comité technique avec notamment le CEREMA, la Caisse des dépôts, etc. Donc, les différents réseaux ruraux régionaux. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler en coopération avec eux pour essayer de distinguer c'est quoi les éléments clés d'un Smart Village. Et avant de, bon voilà, vous avez déjà les grands principes. Sébastien l'a dit en introduction, en fait, il n'y a pas un Smart Village. Il y a autant de démarches Smart Village que de villages ou de territoires qui s'engagent dans l'approche. Et c'est vraiment plutôt une posture de territoire plutôt qu'une méthodologie très fixe, étape 1, étape 2, etc. C'est plutôt voilà, une posture et une démarche un peu globale, une manière d'agir. Et donc, dans ces grands principes directeurs que vous voyez là affichés à l'écran, c'est ce que nous, on a pu identifier au travers des expérimentations qu'on a menées et dont a parlé Laetitia, mais aussi dans les échanges qu'on a eus. On a interviewé une grosse vingtaine de territoires pilotes dont vous pouvez retrouver les expérimentations et dont certains sont juste à côté de moi. Donc, dans les éléments clés, projet de territoire mené en coopération, ça a beaucoup été dit sur ces 2 jours. L'enjeu de faire ensemble, de travailler sur l'intelligence collective, de mutualiser en fait les compétences de chacun pour aller dans le même sens. Il y a un pilier qui est assez clé aussi dans l'approche Smart Village, c'est la participation citoyenne. Je crois qu'il y a des personnes qui vont nous en parler juste après. Pilier assez large parce qu'en fait, on peut aller juste de la concertation citoyenne, de la rencontre habitant, à créer une assemblée participative, avoir des chantiers collectifs, etc. Ce qu'on a pu nous identifier, c'est que cet axe-là de participation citoyenne, il permettait clairement aux habitants de mieux s'approprier en fait le projet. Quand on est à l'origine de quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile. Et du coup, ça confère une forme de légitimité au projet. Ça permet aussi de l'inscrire dans le temps, le rendre, alors je suis désolée pour les élus qui sont ici, mais un petit peu moins élus dépendants. Voilà, d'assurer aussi une continuité sur le territoire. Le troisième axe, c'est le numérique. Alors, je vais le redétailler un petit peu plus longuement juste après parce que c'est aussi un des enjeux de Ruralytique. Mais voilà, l'idée, c'est comment on peut s'appuyer sur la transition numérique pour développer nos territoires et notamment nos territoires ruraux. Un des autres piliers clés de Smart Village, c'est travailler à faire que le territoire soit résilient et engagé vers un développement soutenable. Et là aussi, je pense qu'on l'a beaucoup entendu sur ces 2 derniers jours. C'est quoi l'approche? Quels sont les projets qui pourraient permettre à nos territoires ruraux de s'engager vers une transition écologique et de répondre à des défis du quotidien, hein? Comment on désenclave des territoires, comment on travaille sur des nouvelles formes de mobilité, comment on améliore l'accès des services, comment on fait que des entreprises viennent dans nos territoires et s'engagent elles aussi sur des démarches durables. Et enfin, le dernier point, et Laetitia l'a aussi dit en parlant de l'ADRE, parce qu'on essaye au sein de notre association de s'appliquer les principes qu'on propose. Souvent, les territoires Smart Village sont des territoires qui sont engagés dans le mouvement des communs. Le mouvement des communs, c'est de dire on va regarder ce qui se fait ailleurs et on va peut-être essayer de capitaliser là-dessus et de l'approprier, l'adapter à notre territoire. Mais c'est aussi dire on va rendre disponible, on va rendre visible ce qu'on fait, les ressources qu'on a produites, nos retours d'expérience. Ça peut être des visites d'études, proposer des guides en libre accès, partager en fait, parce que l'élu qui se trouve dans l'Ain et qui a envie de s'engager dans cette approche, il a peut-être plus ou moins les mêmes problématiques que l'élu qui se trouve dans les Pyrénées. Et ça pourrait être vraiment super intéressant qu'ils partagent tout ça ensemble. Ça, c'est les grands éléments clés. Et encore une fois, tous les Smart Village ne reprennent pas forcément tous ces éléments clés, mais en tout cas, ils en reprennent plusieurs.
Et puis, il y a des éléments complémentaires à l'approche Smart Village. Une qui nous tient assez à cœur à l'ADRE, c'est le fait de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une idée très fixe, très concrète, parfaite de la solution pour le territoire. On peut commencer petit, être vraiment dans une approche incrémentale, et aller très vite dans le concret, c'est-à-dire initier des actions à court terme, sans perdre pour autant la vision à long terme et la perspective qu'on souhaite pour le territoire, mais être dans le faire des petits pas, s'accorder aussi le droit à l'erreur, il faut se le dire, il y a des choses qui ne marchent pas et c'est pas grave, ça permet aussi d'en tirer des conclusions. Ça permet aussi très rapidement de montrer qu'il y a des choses qui se passent, et je recroise notamment en lien avec la participation citoyenne et l'enjeu de montrer aux habitants que c'est concret, que le territoire fait des choses, engage. On n'est pas obligé de partir dans des choses très très compliquées, ni très engageantes financièrement, parce que c'est aussi un des enjeux de nos territoires ruraux. Dans les Smart Village, il y a la question de l'innovation, on l'a beaucoup entendu sur ces 2 derniers jours. Ici, dans le guide, ce qu'on a proposé, c'était plutôt d'entendre la logique d'innovation dans le sens oser expérimenter, oser faire. Et encore une fois, c'est pas forcément déclencher une technologie toute dernière génération, etc. Mais c'est plutôt, on peut transposer ce qui existe ailleurs, on peut essayer une petite action nouvelle, quelque chose qui va juste répondre à une difficulté sans forcément être tout à fait innovante dans le sens nouvelle technologie. Ce qui recroise aussi les approches Smart Village, c'est qu'il y a toujours un élément déclencheur qui invite le territoire à se lancer dans cette démarche. On veut renforcer un point fort, il y a l'arrivée de nouvelles compétences dans le territoire et c'est l'occasion de déclencher de nouvelles actions. On a identifié un point faible et là on se pose la question de comment on va faire pour renforcer l'attractivité ou l'accessibilité d'un service. Quand je dis le territoire se pose la question, ce qui est intéressant dans les approches Smart Village, c'est que ce n'est pas toujours porté par des élus, ça peut être aussi des collectifs d'habitants, des entreprises privées, des associations, des partenaires locaux. Donc on voit qu'il y a une multitude d'acteurs qui peuvent se l'approprier. Ce qu'on voit aussi, c'est la question de la culture de la résolution des problèmes, et ça, vous en avez déjà parlé. Et enfin, la nécessité d'avoir des compétences. Et là, je te vois arriver, Sébastien, mais je prends 2 petites minutes. Le guide de la Caisse des dépôts, Construire son smart territoire en 2018, l'avait déjà dit, et on le redit nous aussi. Il y a un besoin de compétences pour aller dans l'approche, compétences métiers, compétences techniques, et puis aussi des compétences numériques et des compétences de pilotage, de gestion, de mise en œuvre, de coordination des projets. C'est aussi là-dessus qu'il nous semble important d'outiller les territoires ruraux sur des outils financiers et aussi méthodologiques pour faire. Très rapidement, si j'ai 3 petites minutes. Une. Sur le numérique, parce que vous en avez beaucoup dit. On est tout à fait d'accord sur le fait que le numérique est un des enjeux clés des Smart Villages. On s'interroge juste, enfin en tout cas il me semble important d'interroger la place du numérique. C'est-à-dire que avant de faire du numérique, questionnons-nous sur c'est quoi sa plus-value, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça vient apporter sur mon territoire. Et essayons, en tout cas dans les approches Smart Village, de développer une approche commune, une culture commune des enjeux, des atouts et aussi des écueils à éviter autour du numérique. Et je pense notamment aux personnes qui sont en difficulté face à l'outil et travailler aussi sur la logique de l'inclusion numérique. Tu veux conclure? Bon, vous voyez, c'est difficile de parler en 10 minutes de tout ce que fait l'ADRE, donc on va raccourcir un petit peu. En gros, on va conclure que Smart Village à la française, oui, mais il y a quand même beaucoup d'expériences autour de nous et peut-être ça vaudrait le coup d'élargir à l'Europe et puis peut-être déjà de mieux se connaître aussi tous ceux qui œuvront dans ce domaine en tant qu'acteurs de nos collectivités et de nos territoires. Il faut qu'on apprenne à faire connaître les pratiques de développement territorial en zone rurale, d'arriver à acquérir des cultures communes entre le numérique et surtout autour des enjeux que ça représente. Et les nouvelles formes de coopération et de techniques de projet, c'est aussi un enjeu et une acculturation à mettre en place. Et je vous invite à télécharger le guide, de suivre toutes les actions de l'ADRE qui, comme je vous l'ai dit, démarre sur un nouveau projet Smart Community. Donc, il va y avoir encore de nouvelles aventures.
Super. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Oui, le guide Smart Village, on le remettra en haut de la pile du site de Ruralitique aussi. On l'avait publié quand il est sorti. Et puis, oui, hein, on invite évidemment l'ADRE au fil de ses travaux à informer Ruralitique de ce qu'elle fait pour le partager avec la communauté. Mais voilà déjà de nombreuses années que l'ADRE travaille sur cette notion de Smart Village et c'est précieux. Sans plus attendre, effectivement, Laetitia, je crois que vous avez un impératif à 11h30. Donc, vous pouvez rester avec nous jusqu'à 11h30, ou bien, voilà, vous êtes libre, mais ça ne choquera personne si vous nous quittez à 11h30. On ne prendra pas le temps de vous applaudir. Tout à l'heure. Arvieux Superstar, hein, le Smart Village, effectivement, le plus connu de France, qui est dans le guide, effectivement. Alors, Chloé disait des projets qui ne sont pas forcément élus dépendants parce qu'ils doivent s'inscrire dans la durée, mais j'ai l'impression qu'il y a certains élus qui sont dépendants de leur projet. Gilles, ancien maire d'Arvieux, Gilles Bougnol, comment a démarré cette histoire? Et voilà, je vous laisse nous raconter, témoigner de cette initiative, et en compagnie donc de Vincent Benoît, qui est le fondateur de l'AETIS. Par rapport aux caméras, c'est compliqué, si tu bouges, tu vas sortir du champ. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien encore pour cette nouvelle invitation à Ruralitique. On vient de passer 3 jours extra comme d'habitude. Voilà, on vient juste là pour vous raconter toujours notre histoire qui continue. Donc juste pour vous situer Arvieux, c'est une commune de l'Aveyron, de 800 habitants à 800 mètres, c'est pour fixer les choses. 800, sur le plateau du Lévézou, voilà, à côté du lac de Parlou. Voilà. Et c'est un village qui quelque part interpelle. J'y vis depuis que je suis né. Et des fois, je me pèse, je me dis, tiens, comment ça se fait qu'on peut faire des choses comme on l'a fait. Voilà. Et donc, on va vous raconter cette histoire, Vincent. Donc, ouais, après, on peut repartir du Smart Village, du prix qu'on a eu en 2017, et une aventure qui dure depuis 25 ans maintenant. Moi, je dis toujours 20 ans parce qu'à l'époque, c'était 20 ans, maintenant, 25 ans. Donc, je lui vais peut-être déjà laisser la parole à Vincent. Juste pour vous fixer la chose, c'est ce village des Ailles, en 98, il fait le pari de prendre 4 jeunes qui sortent de l'école d'ingénieurs de Lyon, qui cherchent un local pour créer leur nouvelle start-up. C'était la préhistoire en Internet à l'époque. Et il lance un appel, la seule commune du département qui a dit OK, nous on vous prend, c'est Arvieux. Et là, vous avez le départ de toute une aventure. Voilà. Et Vincent était un de ces 4 jeunes. Un de ces 4 mousquetaires. Voilà, donc c'est, vous voyez, bien que ça maintienne en bonne santé, la démarche participative, j'ai quand même un peu vieilli. Donc, quand on est arrivé à Arvieux avec nos 3 collègues, il y avait 3 valeurs qui nous tenaient. C'est à quoi servent les nouvelles technologies si elles permettent pas de choisir son lieu de vie, et nous on voulait vivre à la campagne. Il y avait une deuxième valeur qui était si on crée une entreprise, on veut qu'elle appartienne à ceux qui y travaillent. Donc on a créé une SCOP, en fait, une coopérative qui s'appelle l'AETIS. Et autre chose qui nous a tenus au village, parce que sinon on serait parti, Fred est là, mais on a été hyper bien accueillis et on s'est intégré dans la vie villageoise et on a co-créé avec les gens de notre âge à l'époque, 24-25 ans, le McDoc, qui était une parodie du McDo, c'était 2000 personnes. Et moi, c'était ma conviction de post-ado que un des endroits où il y a le plus de potentiel pour créer sa vie avec ses voisins, ça restait les villages ruraux. Et à Arvieux, on a été comblés. Donc, il y a eu plein de longues histoires, mais je laisse la parole à Gilles qui a eu le courage en 2014 de... Ouais. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que donc Vincent, on les a accueillis dans un bâtiment, c'était un ancien couvent. Il faut savoir que si déjà le maire d'avant n'achète pas le couvent, si c'est un privé qui l'achète, on n'est pas là. Donc vous voyez, toujours des choses simples pour commencer. Et des choses qu'on se passe les uns aux autres. Voilà, qu'on se passe les uns aux autres. Voilà. Donc en 2017, on reçoit le prix Smart Village. 2017, c'est au milieu de notre mandat, 2014-2020, où avec mon équipe, on avait décidé de monter d'engager une démarche participative. Il faut savoir qu'on avait 2 équipes qui s'étaient présentées aux élections municipales, qui s'étaient lancées dans l'aventure, et avec les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, mais pas les mêmes solutions. Enfin bon, quand on va un peu chercher, on voit que c'est un peu pareil, c'est des problèmes de personnes, c'est tout. Donc on décide de mettre une démarche participative en place. Donc je peux en parler un peu parce que je l'ai vécu. C'était 6 ans forts, personnellement. Il faut savoir qu'on entend parler beaucoup de ça, démarche participative. Alors, moi, tout le monde qui saute sous son ciel, ouais, il faut faire une démarche participative. C'est super et tout. Alors je vais vous dire, c'est super, extraordinaire. Ça fait accélérer les choses. Ça fait qu'en 6 ans, on a pu faire tout ce qu'on a fait.
Par contre, ça demande une énergie incroyable et un engagement. C'est difficile à raconter, mais c'est très fort parce que vous demandez l'avis en dehors de vos 15 collègues à toute à la population. On était un peu gonflés, on avait dit on va pas le faire à 15, on va le faire à 800. C'est pas présomptueux, mais bon, dans l'esprit, c'était déjà pour lancer l'idée de ce qu'on voulait faire. Non, mais quand tu vas le vivre après, moi je m'étais lancé là-dedans, j'ai dit oh là, je savais pas ce qui allait se passer, sauf que quand je l'ai vécu, du coup, très fort, du coup, c'est vrai que c'était très riche, mais du coup, tu demandes l'avis à d'autres personnes, tu as des avis qui viennent de partout, tu as des décisions à prendre, et il faut savoir que même si tu fais la démarche participative, à un moment, il faut décider. Donc, mais le fait de décider, c'est plus facile pour toi parce que du coup, tu penses que tu as donné la parole aux gens, donc après, tu es peut-être encore plus légitime, tu as encore plus de force pour t'engager dans ce que tu veux faire. Et dans la politique, dans tout ce qu'on vit maintenant de nos jours en politique, je pense que peut-être qu'il y a une idée à creuser. C'est peut-être pas la solution miracle, mais voilà. C'est pas qu'une personne qui a la solution, quoi, c'est tout. Voilà. Donc, on engage cette démarche participative en 2017. On a déjà beaucoup avancé. On a fait un plan d'action. On a fait des conseils villageois. On a super idée. On a déjà la maquette du projet qu'on va faire. On est déjà 3 ans après le début du mandat. Et on n'a pas encore lancé les travaux. On reçoit la Smart Village. Ça a été un boost super. On a dit, bon, mais encore, la chose n'est pas faite. Moi, pour moi, c'était gêné. Il y avait l'idée. On vous a vendu du papier. On vous a fait voir des diapos. Mais on n'avait rien fait. Moi, ce qui comptait, c'était l'objectif Arvieux 2020. Et ça, c'est très fort. On dit, on va faire le projet Arvieux 2020. Tu es élu, tu es une équipe, tu vas là. Donc, comment tu vas embarquer des gens dans une démarche participative si tu leur dis on va faire ça et que tu n'y arrives pas ou tu piétines. Donc, des fois, il faut aller vite, vite, franchir des obstacles, être peut-être un peu. Mais il faut atteindre l'objectif, il faut que les gens y voient, on vous a amené là et on y est allé. C'est ce qu'on a fait. Donc, sur les 3 ans à venir, on met en place tout ce qui est les génies civils. Là, c'est essentiellement de la rénovation de bâtiments. On arrive en 2020, 2019 on inaugure, 2020 voilà, vous avez madame la préfète, elle ne voulait jamais partir, elle est venue, 3h30, encore l'après-midi elle était là, elle a dit mais je me plais trop ici, là, je peux pas partir. Et vous pouvez l'appeler, elle vous le dira. Voilà, c'est tout. C'était juste un moment à vivre, une aventure. Voilà. Après on pourra en parler après, Vincent va dire le reste sur ce qu'on l'idée par rapport à ça. Voilà, ce que vous avez vu sur le transparent aussi, on parlait de compétences, mais en fait, on avait des compétences aussi qu'on ignorait un peu, mais vous avez vu un transparent où on avait des maquettes et de la communication, mais pendant le projet, on le vendait déjà. On n'avait pas encore construit le projet, on le vendait déjà à des nouveaux porteurs de projets à l'extérieur. Donc vous avez vu Arvieux pour créer sa vie. Vous avez vu tout à l'heure une maquette où les habitants et les enfants pouvaient manipuler. On a même fait des jeux avec l'école, alors que le chantier n'avait pas commencé. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, en fait, vous perdez énormément de temps à la participation au début. C'est très flippant parce que vous avez que 5 ans pour faire exécuter. Mais vous avez une puissance d'exécution qui augmente à la fin. En fait, vous ralentissez au début et vous accélérez à la fin. Donc voilà, c'était là en fait, vous voyez à gauche, c'est on réfléchit ensemble aux maquettes, on prototype, et les prototypes, ça doit être des prototypes concrets qui marchent avec les enfants, avec tous les âges. Il ne faut pas faire des documents d'architectes qui excluent de la participation, parce qu'un document d'architecte, c'est un document technique. Et à droite, vous voyez toutes les communications, et d'emblée, on allait chercher des porteurs de projets sur l'ancien bâtiment. Voilà. Donc je vais dérouler assez vite, donc 2-3 slides, et puis vous expliquer comment ça marche. Voilà, encore. Non, juste avant, excusez-moi. Non, juste avant. Voilà, celui-là. Ouais, j'y suis, ouais, coworking. Donc, vous voyez, il y a deux lieux. Ça, c'est devenu, il y a eu plusieurs projets participatifs, c'est devenu un seul tiers-lieu qu'on appelle le Jardin d'Arvieux. Mais ce qui est assez unique en France, c'est que vous avez 2 tiers-lieux. Vous avez la médiathèque, la maison France Service, qui est un tiers-lieu qui est un bâtiment public qui utilise la puissance publique. C'est des salariés du public qui vont s'occuper de la vie quotidienne, de la culture, des loisirs, des services publics. Et la commune a délégué la partie professionnelle, le coworking La Pépinière, à l'AETIS. On va s'occuper de la vie professionnelle, des séminaires et des formations. Donc, on a le vivre et le travailler dans le même tiers-lieu. Et c'est 2 tiers-lieux différents. Et ensemble, ils partagent un commun, la salle de spectacle de 200 places, le parc, et bien sûr, un réseau de chaleur, un réseau débit, mais aussi tous les services locaux, c'est-à-dire les commerces, les restos, etc. Donc, on considère que le territoire, c'est un territoire à la fois qui nous enrichit et qu'on enrichit. Et pour y habiter durablement, il faut bien nourrir son territoire. Et donc, en fait, voilà, c'est tout ça qu'on a packagé, en fait, pour fabriquer l'avenir. Donc, vous avez un tiers le public, un tiers le privé, toujours l'association dans l'investissement et dans le fonctionnement de la force publique et privée. C'est pour ça que souvent, Arvieux a fait parler de lui pour ça.
Et pourquoi on l'a fait, nous, la ETIS? J'ai mes collègues associés qui n'étaient pas là au débarrage. C'est parce qu'on est une coopérative. Merci Voilà. beaucoup à tous les deux. Alors je précise également que vous avez un stand à Arvieux à l'entrée, enfin à l'accueil, et qu'aujourd'hui vous êtes arrivé quand même à consolider, à regarder votre expérience, à la transformer en quelque chose qui peut se transmettre, et que se met en place une stratégie d'accueil et de partage de ce. C'est pas un modèle, hein, mais c'est une source d'inspiration. Smart Village, c'est-à-dire qu'on peut venir voir ce que vous faites. Voilà. Dans un château, maintenant. Voilà, et être guidé là-dedans. Donc on en reparlera peut-être au moment des questions-réponses. D'accord. Mais ça me paraît important de souligner que, comme dirait l'autre, ça se visite. Merci à tous les deux. On continue dans les territoires avec David Perral, maire de Plot, ici dans le Cantal, et Émilie Bernard, qui est directrice du CAUE du Cantal, Conseil d'architecture et d'urbanisme. Le E, c'est environnement. Ah, c'est ça. Un Smart Village, c'est aussi un village qui sait capitaliser sur ses patrimoines, sur ses atouts. Et là, vous avez fait des choix, David, vous allez nous présenter votre territoire, et vous avez fait le choix d'utiliser le numérique pour le mettre au service de la valorisation de votre patrimoine. Alors racontez-nous, comment ça se passe? Alors, juste pour me dire un mot, moi je suis jeune élu, donc je suis élu uniquement depuis 2020, et mon métier c'est de diriger des entreprises qui aident à rendre les dirigeants autonomes. Donc je débarque entre guillemets avec cette vision du territoire en étant très chauvin et avec un constat qui est que on vit dans un super territoire sur lequel on peut faire plein de choses, mais qu'elles sont à créer et que on a une nécessité d'attirer du monde. Donc le numérique, c'est juste un outil. C'est un outil pour faire de la com, pour qu'on parle de Plot et qu'on ait envie de venir s'installer sur le territoire et sur le département. C'est un outil pour lancer des applications. On va parler d'archistoire, mais aussi des panneaux Pocket ou des chatbots qui permettent de répondre aux usagers sur des durées plus longues, de pousser de l'information. C'est fournir des lieux pour les professionnels du numérique et de rencontrer Vincent Benoît. C'est pas comment de rencontrer une star, mais c'est, je dois dire, je lui ai dit tout à l'heure, Arvieux était un des exemples pour nous de ce qui avait été fait dans la démarche collective. Et c'est pas un ancien couvent, c'est un ancien monastère qu'on transforme en espace de tiers-lieu et de coworking, et sur lequel je fais le lien avec ce que disait M. Bougnol, c'est que en fait, on a mis en place avec Émilie à l'époque une démarche participative avec une résidence d'architecte pour se dire qu'est-ce qu'on va faire du lieu. Et c'est vrai qu'en tant qu'élu, le fait de donner la parole aux citoyens, ça fait peur, c'est plus compliqué. On identifie, il y a des freins, mais en fait, tout ça, c'est formidable. Et je partage entièrement l'idée de ça prend plus de temps, Ouais. mais Au début. Mais à partir du moment où on a quelque chose, on a la phase où il y a des idées dans tous les sens. Il y a la phase où ensuite on va se focaliser sur quelles sont les priorisations, et à un moment, effectivement, il faut décider. Et moi, je salue le travail du CAUE qui nous a accompagnés là-dessus, qui a trouvé la résidence d'architecte Inkipit, voilà, qui sont très très bons et qui ont justement ce qu'évoquait Vincent tout à l'heure, des maquettes sur lesquelles on peut jouer. Et en fait, on avait déterminé des fondamentaux, et il y a plein d'autres idées qui sont arrivées et qui amènent à évoluer. Et tellement bien, je fais un petit point là-dessus, que on est tellement satisfait de la démarche participative qu'on a lancé une nouvelle démarche sur l'aménagement d'une place. On a des idées, plutôt que de se dire tiens, on va faire une halle de marché comme ça et comme ça. On demande à la population de quoi on a besoin. Sur l'utilisation du numérique, il y a une visite aujourd'hui d'un centre, mais on a aussi des besoins sur nos collectivités pour centraliser, coordonner les flux d'informations et automatiser aussi les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, parce qu'on va avoir aussi des problématiques d'organisation et de RH au niveau des collectivités. Et un des points dont je me suis aperçu, c'est que le flux touristique et le flux culturel était une source d'installation. Et chose sur laquelle j'étais pas convaincu forcément en 2020. On vient, on découvre, on tombe amoureux et on reste. C'est exactement ça. Et d'où l'idée
de valoriser ce patrimoine, de valoriser ce flux culturel, et en créant Archistoire. Et là, je vais laisser Émilie faire la présentation de cette magnifique application. Merci, merci David Plot. David, j'ai fait le compact. Hein, donc vous êtes mes ravis. Hein, ça y est. Merci David Perral. Émilie. Oui, donc Archistoire, en fait, c'est une application développée par le CAUE du Var et l'agence culturelle 9B+, qui ensuite a été mutualisée au niveau de la Fédération nationale des CAUE et qui est aujourd'hui à disposition de tous les CAUE. Donc vous avez normalement dans votre département un CAUE vers lequel vous pouvez vous tourner pour Archistoire, mais aussi pour tous les conseils et l'accompagnement que les CAUE peuvent vous aider à avoir, et notamment sur la vision globale et la vision à long terme. Et donc Archistoire, le principe, c'est faire découvrir le patrimoine par ce qu'on appelle de la réalité augmentée, pas de la réalité virtuelle. On peut peut-être passer à la slide juste après, ça va vous permettre de voir. Voilà, là on a un élément de plot et on a une mise à plat de la photosphère que vous allez pouvoir avoir avec votre smartphone. Avec votre smartphone, vous allez scanner votre environnement et voir apparaître des éléments, des annotations, des éléments cliquables, du son, de la vidéo, pour vous donner des informations et vous permettre de rentrer à l'intérieur du patrimoine qui vous entoure. Ça permet bien évidemment d'être accessible à n'importe quel moment, hors ouverture de l'office de tourisme, etc. Par temps de pandémie, s'il y avait à nouveau un confinement, ben vous pouvez accéder bien évidemment librement à l'application. Vous pouvez le faire depuis chez vous, vous pouvez le faire aussi sur le lieu de visite. Vous pouvez accéder à des bâtiments fermés. Dans le cas de Plot, il y a l'église qui n'est pas toujours ouverte et on peut du coup, devant l'église, se projeter à l'intérieur de l'église. Et les choix qui ont été faits sont des choix de dessin. Je vous disais pas de 3D, pas de choses comme ça, parce que ça vieillit vite finalement la 3D. Si on regarde de la 3D, des images 3D qui ont 3-4 ans, elles sont déjà un peu passées. Alors que le dessin, finalement, ça ne perd pas, ça ne se démode pas. Donc voilà, cette application, elle est en place sur Plot depuis le 30 juin. Elle est téléchargeable donc gratuitement. Une fois qu'elle est téléchargée, vous n'avez plus besoin d'avoir accès au réseau. Donc ça permet aussi de se mettre dans des territoires qui n'ont pas forcément du réseau partout. Elle se passe sous la forme d'une promenade. Pour Plot, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie, suivant le temps que vous prenez, sur un petit kilomètre. Elle peut être multi-territoire, c'est-à-dire que par exemple, il existe un parcours Archistoire sur tout le déroulé de la Garonne. Donc on peut imaginer aussi des mutualisations de territoires et des mutualisations de communes autour des parcours sur des thématiques génériques. Voilà. Et aujourd'hui, c'est, je dirais, le complément du travail qu'on a engagé avec Plot, effectivement. Moi, au moment où je suis arrivée à la direction du CAUE et au moment où David a été nommé maire de Plot, ce développement territorial main dans la main, de l'ingénierie que peut apporter le CAUE au service des ambitions et de l'engagement et du travail de la collectivité et des élus sur le territoire. Et c'est ce travail main dans la main qui a permis la résidence d'architecture, la participation et aujourd'hui la mise en place d'Archistoire. Je suppose d'autres projets, très certainement. Merci beaucoup à tous les deux. Et effectivement, c'est aujourd'hui un outil qui permet également de découvrir le patrimoine naturel. On parle du Cantal, donc il y a effectivement du patrimoine bâti, mais il y a aussi beaucoup de patrimoine naturel. Le long des chemins, alors je me tourne vers Pierre-Jean Mativet, parce que le long des chemins de randonnée, imaginez que vous puissiez finalement vous projeter dans ce chemin, ce paysage sous la neige, vous projeter avec l'arrivée d'un sanglier. Hein, voilà, vous voyez qu'ils font sur vous. Alors, ce petit appareil, il y en a 80 millions en France. Hein, on est 66 millions d'habitants. Donc, il y en a plus que de vrais gens. Et c'est à travers ça, vous mettez comme ça. Et en réalité augmentée, effectivement, vous voyez le sanglier, vous foncez dessus. Hein. Par exemple, hein, c'est stupide comme exemple, mais voilà, vous voyez effectivement ce territoire en 4 saisons. C'est important, les 4 saisons aussi, en matière touristique et d'attractivité. Donc, Pierre-Jean Mativet, fondateur de Calkin, que vous trouverez également sur les stands du premier étage ici à côté avec une magnifique table tactile des chemins de randonnée du Cantal. Voilà, je vais te laisser nous partager avec nous voilà, une sorte de panorama des solutions numériques existantes pour valoriser son patrimoine naturel et devenir un smart territoire.
Bonjour, donc Pierre-Jean Mathivet, je suis le président de la société Calkin. Certains donc me connaissent peut-être parce qu'on vient régulièrement, mais je commence à croire qu'on a vraiment notre place sur la problématique Smart Village. Les Vézous, Royan, Vercors, Plot, voilà, les communes qu'on a citées ou les territoires qu'on vient de citer sont équipés de tables tactiles Calkin. Donc je suis content de voir que effectivement cette partie Smart Village va avec notre savoir-faire. J'ai un petit bouton. En gros, voilà, pour vous montrer, c'est des slides que vous connaissez peut-être. Ce qu'on fait nous, c'est de la valorisation de territoire. Donc, en gros, on part des cartes, voilà, de randonnée. Comment? C'est moche. C'est pas le Cantal, mais c'est aussi vallonné, voire plus. Mais C'est la Réunion. Hein. c'est la Réunion. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un chemin voilà, c'est les cartes de randonnée de la Réunion. Et la slide d'après, c'est ce que nous on en fait de ces chemins de randonnée de la Réunion. Voilà, c'est des applications via cette 3D, via des interfaces effectivement qu'on va retrouver sur des tables tactiles, dans des casques de réalité virtuelle. Vous pouvez faire des vols en montgolfière. Voilà, l'expérience Cantal justement c'est assez intéressant parce que vous pouvez le retrouver un peu partout aujourd'hui sur le territoire, à la fois sur nos tables tactiles où on équipe un grand nombre d'offices de tourisme sur le territoire du Cantal, sur lesquels on a fait également le vol. Alors là, c'est en parapente, du coup en réalité virtuelle. Donc pareil sur le territoire pour découvrir les différents sites. Et donc là, on parlait voilà, par un point technique, on parlait de réalité augmentée tout à l'heure. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle 3D de temps réel. C'est vous qui pilotez, c'est pas voilà, c'est pas des photos fixes, c'est pas des images figées, c'est vous qui pilotez la montgolfière ou le parapente pour vous déplacer sur le territoire. Et enfin, donc la partie mobile, puisque l'idée c'est de travailler sur différents temps. Et donc la partie mobile, c'est une fois que j'ai trouvé l'information, une fois que j'ai voyagé en virtuel, j'ai besoin de ces applications-là sur le territoire pour me guider, à la fois à travers des choses très pratiques de la randonnée et des choses plus ludiques sur lesquelles on a travaillé également voilà, sur le pas de serre avec des applications ludiques. Et ce que je vous présentais là, un petit peu cette nouveauté, on va dire, par rapport à ça, qui est le projet de Pomonia sur les jardins botaniques, mais qui s'adresse justement à cette problématique biodiversité aujourd'hui, le numérique, sur le fait justement d'apporter par ce que les enfants ont dans les mains régulièrement, les téléphones, les jeux mobiles, finalement cette culture de la biodiversité. Et on travaille sur un projet donc accompagné par les jardins botaniques de Dijon sur justement comment je fais venir les enfants, comment je fais apprendre, jouer les familles dans ces territoires-là, et qui peuvent être très intéressants également, sortis de ces jardins botaniques, mais dans d'autres lieux, villages, territoires, justement de dire ben il y a un contenu en fait mutualisable. On parlait tout à l'heure d'expérience. Nous, on aime beaucoup, et on parlait aussi d'open data, de données ouvertes. C'est un univers qu'on connaît et sur lesquels on s'inscrit. Et c'est un projet qui va un peu dans ce sens-là, dans le sens où cette nature, elle est la même partout. C'est des projets qui peuvent être mutualisés à différentes échelles sur l'apprentissage, l'importance des abeilles, des cépages, après sur différents secteurs, mais et qui nous semblent très intéressants et qui du coup peuvent être mutualisés sur différents territoires grâce à ce patrimoine naturel en fait qu'on a tous finalement dans nos territoires. Je sais pas si on avait une dernière, je crois que c'était la dernière. Donc voilà un petit peu pour la société Calkin qui va intervenir voilà, sur cette partie numérique sur différents formats, ce que nous on appelle plutôt le figital, le fait qu'on soit dans le lieu physique en fait, et qu'on a besoin du numérique dans un lieu physique et que les deux doivent coexister en fait pour donner une nouvelle expérience aux personnes qui sont là. Et voilà, et c'est pas l'un qui s'oppose à l'autre en fait entre le numérique et la partie expérience physique. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pierre-Jean. On l'entend, un Smart Village, c'est aussi un village, un territoire qui sait capitaliser sur ses atouts. On parle souvent de patrimoine caché, de choses que finalement on ne met pas suffisamment en valeur, des touristes ou même des habitants qui disent mais je savais pas qu'il y avait ça sur ce village. Donc voilà, montrer tout
montrer tout, et le numérique permet effectivement de générer ça. Ne vous dites pas, si je montre maintenant sur Internet ou via le virtuel, les gens viendront pas. Hein. La réunion des musées nationaux s'est longtemps posé la question, se dire, est-ce que je mets mes collections en visite virtuelle? Pendant 10 ans, ils se sont posé la question, ils l'ont fait, et ensuite ils ont constaté immédiatement que ça a augmenté le nombre de visiteurs sur place. Voilà. Donc ces outils-là sont aussi des drivers de fréquentation et d'installation. David Perral le disait. Et juste pour terminer, justement, on parlait de Smart City, Smart Village, etc. Un des retours qui nous a été fait dernièrement et qui a changé un petit peu aussi la vision sur nos produits, c'est pendant longtemps, dans plusieurs années, chaque nouvel office était la première fois qu'on voyait un équipement comme ça installé quelque part. Petit à petit, c'est devenu une innovation, mais dans les offices aujourd'hui, le retour, c'est on a pu qu'est-ce que c'est, wow. Les gens rentrent, vont directement sur ces équipements, les utilisent, et ça devient des prérequis presque aujourd'hui, plus que des nouveautés ou des innovations, d'avoir finalement ces outils à disposition. Les gens maintenant, qui sont interactifs, régulièrement mis à jour, et qui sont par rapport à des brochures papier qu'on réédite chaque année, qui sont pour le coup en obsolescence programmée annuelle, c'est quand même beaucoup plus. Et c'est des choses de notre quotidien, voilà, ou des touristes qui sont habitués, qui viennent de grandes villes ou autres, c'est dans leur quotidien ces écrans-là. Ouais. Et effectivement, quand ils arrivent, il n'y a pas, voilà, il y a plus de questions finalement à se poser sur qu'est-ce que c'est. Merci beaucoup Pierre-Jean. Donc, est-ce qu'un Smart Village peut être un village où on n'accède pas à la santé, aux soins, au conseil médical? Ça paraît effectivement inenvisageable. Alors, ça fait des années qu'on a eu ce numerus clausus. Alors, ça fait pas tout, mais de toute façon, le schéma de désertification médicale s'est imposé. Il y a tout un tas de tentatives avec des cabines, des chariots. Enfin, aujourd'hui, on est dans une phase relativement expérimentale, mais on arrive, et on va le voir tout de suite, vers des solutions qui se stabilisent en termes de lutte contre la désertification médicale, avec donc Olivier Dupuis, qui est vice-président de la communauté d'agglomération bergeracoise, CAB. Moi, en tant que briviste, ça me dit autre chose, CAB, plus rugbystique, mais merci d'être avec nous, monsieur le vice-président. Et Didier Flender, président de Numérisat, qui accompagne donc ce territoire dans cette stratégie de lutte contre la désertification médicale. Monsieur le vice-président, je vous laisse nous dresser le premier tableau en termes de désertification, et puis avec Didier, nous présenter ce que vous avez mis en place en termes d'initiatives. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais effectivement me présenter. Je suis Olivier Dupuis, aussi maire d'une commune de 4300 habitants en Dordogne. Qui s'appelle Priganrieux. Et vice-président à la communauté d'agglomération bergeracoise en charge de l'accès aux soins, ce depuis 2020. Donc nous sommes nous aussi confrontés à cette désertification médicale et cette problématique de pouvoir rendre l'accès facile aux soins. Donc nous avons travaillé sur ce projet. Alors je vous présente rapidement notre territoire, la communauté d'agglomération bergeracoise, la CAB. Pas le CAB, la CAB est donc un territoire dans le sud-ouest d'Ordogne, composé de 38 communes, à peu près 62 500 habitants, avec une particularité où la ville-centre, la ville de Bergerac, représente 45% de la population à elle seule, et en périphérie, des communes urbaines comme Priganrieux-Creys, etc., et la commune de Lunas, qui est l'objet de ce projet. Nous avons sur notre agglomération différentes structures d'accès au bien vivre, au bien à la santé, donc notamment avec des parcours de santé que nous avons installés à différents endroits et sur différentes communes, et des maisons de santé pluridisciplinaires aussi que nous développons à l'est, au sud, au nord du territoire, et un projet que je porte actuellement sur l'ouest pour pouvoir répartir au mieux l'accès aux soins et en faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas trop éloignés des pôles de santé. Et nous avons sur la commune de Lunas un projet donc de e-santé, donc de santé au numérique, porté par 8 télémédicales de Numérisat, qui est implanté volontairement dans une commune rurale, une commune de 450 habitants, un peu plus éloignée des centres médicaux et de l'hôpital de Bergerac. Ceci afin de pallier au manque et à la perte des heures de consultation, puisque moins de praticiens qui travaillent différemment aussi. Donc, oui, qui font moins d'heures, disons-le. Donc, de ce fait, moins d'heures de consultation disponibles. Essayez aussi de travailler avec les médecins, les praticiens, tous les professionnels de santé de manière à leur apporter une solution qui leur permet aussi de détendre un petit peu leur agenda. C'est une forte pression qu'ils ont aujourd'hui sur eux.
montrer qu'il y a des solutions innovantes comme c'est le cas aujourd'hui et mesurer l'acceptation que peuvent avoir nos concitoyens et la population sur cette solution de télémédecine différente de ce qu'on peut trouver ailleurs, mais voir comment ça peut être accepté. Elle est différente dans la mesure où ce n'est pas une cabine seule, ce n'est pas un espace seul. Le patient ou la personne qui vient faire une consultation est accompagné par une infirmière qui l'accompagne effectivement dans la prise des constantes, dans l'utilisation et la manipulation de tous les ustensiles et outils de prise de constantes, qui a aussi ce dialogue technique qui peut y avoir avec le professionnel de santé, généraliste ou spécialiste, qui se trouve face au patient à distance, qui peut être à distance très réduite, ça peut être un local comme un peu plus distant, et là, Numérisat travaille avec une plateforme pour rendre ce service. Et à la fin de la consultation, le patient peut repartir avec son ordonnance, puisque le chariot est équipé d'une imprimante et aller chercher directement ses médicaments à la pharmacie ou, s'il le souhaite, envoyer en numérique l'ordonnance à la pharmacie. Donc il y a un accompagnement complet de la consultation, chose qui est différente des autres bornes de télémédecine qu'on peut trouver dans différents endroits, maison France Service en l'occurrence, sur notre territoire là-dessus. Et il y a une prise de rendez-vous qui se fait via Oui Télémédical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment possibilité pour le patient de consulter à une heure donnée un spécialiste ou un généraliste. Un spécialiste ou généraliste, d'accord. Tout à fait. Ça permet, ce projet nous a valu d'être élu territoire innovant lors des interconnectés à Toulouse en 2023 pour toutes les valeurs qu'il représente et qu'il porte. Donc c'est avec grande satisfaction qu'on peut mettre le logo auprès de notre territoire. Et c'est vraiment un projet que l'on porte pleinement et que l'on tend à développer pour pouvoir rendre le service de la santé. Ce projet a été possible grâce à différents collaborateurs et différents partenaires. Je tiens vraiment à les remercier. Donc la CPTS, qui est une association de professionnels de santé, la communauté professionnelle territoire santé du Bergeracois, avec qui nous avons travaillé pour pouvoir aller chercher les conseils, travailler avec les ordres des médecins, les ordres des infirmiers, de manière à s'assurer que le projet soit complètement carré et réglementairement posé. La CPAM, qui a dû faire aussi de son côté un gros travail pour permettre le remboursement des consultations et voir comment ce projet qui met en place 2 professionnels peut vraiment être viable, et l'ARS, l'arbitre de santé, qui a validé pleinement ce projet. Et donc Numérisat, qui est notre partenaire, le CNES, l'ESA et OPI. Voilà pour ma présentation, et je suis à votre disposition pour les questions. Je passe la parole à Didier Fernandin. Merci. Donc Didier, pourquoi Oui Télémédical? Alors pourquoi 8 télémédical? Alors déjà donc c'est un projet que on a lancé en tant que Numérisat avec un autre partenaire donc qui est une société bordelaise donc qui s'appelle Proxinov et qui en fait résulté d'une préoccupation de l'Agence spatiale européenne en fait de voir quel type de solution pouvait être apportée qui utilisait les technologies spatiales dans le cadre de la crise du Covid. Donc en fait, on a développé en fait cette solution donc qui est devenue maintenant s'appelle Oui Télémédical pour dans le cadre d'un partenariat très fort et d'un financement d'ailleurs donc avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Donc il s'agissait en fait de concevoir une solution de e-santé duplicable, pouvant être mise en place partout sur les territoires et qui en fait résoudait à la fois les problèmes de désertification numérique et bien évidemment la désertification médicale. Donc c'est souvent la même carte entre voilà, les déserts numériques souvent, et les déserts médicaux. C'est souvent la même carte, donc c'est vrai qu'on a, il fallait en même temps que tout ça fonctionne en fait partout sur tous les territoires. Et puisse utiliser aussi des technologies donc satellitaires si nécessaire. L'autre aspect également, c'était d'intégrer également des notions de mobilité qui fait que en fait, à la fois on est sur des relais fixes qu'on peut installer dans les villages, mais également des solutions mobiles qui peuvent être mises dans des véhicules de santé ou mis à disposition des infirmières qui sont sur le territoire. C'est une logique de aller vers, comme on dit aujourd'hui. Donc aller vers aller vers les patients et utiliser ces techniques numériques.
Donc c'est ce qu'on a fait, et bien évidemment il fallait en même temps montrer que tout ça pouvait être opérationnel, et donc avec la communauté d'agglomération de Bergerac, on a mis en place un partenariat, je dirais, pour déployer en fait ces solutions avec un site qui est opérationnel depuis plusieurs mois, qui est à Lunas, qui est un village qui était en zone blanche et un désert médical. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec également une solution mobile, en fait, qui est d'ailleurs en démonstration sur notre stand, qui également est à disposition. Donc il fallait intégrer tout ça, mettre en place ces technologies, et surtout mettre en place avec une collectivité qui vraiment a joué un rôle remarquable, et que je veux vraiment encore remercier, pour en fait convaincre l'ensemble de l'environnement santé, CPTS, ARS, assurance maladie, etc. Donc ça aboutit à cette réalisation à l'UNAS et ce déploiement en fait dans le cadre de la CAB. Et nous, bon, bah, c'est vrai que en fait, aujourd'hui, bon, bah, alors ça s'appelle 8 télémédicales, comme on a maintenant 8 SAT, 8 4G, etc., qui sont en fait les marques qu'on utilise en fait pour développer l'ensemble de nos produits. Et puis ça veut dire que oui, la télémédecine en territoire. Voilà, oui, rural, la télémédecine, c'est vrai, et la télémédecine accompagnée, parce qu'il faut également, il est important, c'est d'avoir ce lien avec le patient, qui parfois, quand vous êtes dans un village, donc il devient smart, parce que les gens aussi peuvent se soigner. Vous adressez aussi à une population qui est aussi des personnes âgées, etc., et qui ont pas forcément l'habitude de se connecter, etc., tout ça. Donc il faut les accompagner, et c'est là où il y a cette notion de prise de rendez-vous et de mobilisation des infirmières, du personnel infirmière de tout l'environnement. Super, merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc là aussi, encore une fois, ça se visite. Allez consulter à l'UNAS, vous verrez comment ça se passe, et ça vous donnera sans doute envie peut-être d'avoir ça dans votre maison de santé ou sur votre territoire. Un Smart Village, c'est donc un village où on va accéder aux soins. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de participation citoyenne. Charlène Ferrapi, responsable commercial secteur ouest d'Iliwap. Je rappelle que vous êtes aussi dans le Smart Village avec des démonstrations tout à fait convaincantes. C'est bien souvent, et là on a eu un peu des contre-exemples, mais c'est bien souvent le talon d'Achille des démarches Smart Village, ce côté participation citoyenne. On a parfois tendance à penser à la technique avant de mobiliser l'humain autour du projet de territoire. Mais ça ne se décrète pas, la participation. Il faut mettre en œuvre un certain nombre d'outils, et notamment ceux de l'information citoyenne, de la mobilisation citoyenne. C'est ce que vous faites, vous, au quotidien. Je vous laisse nous raconter. Eh bien, merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors, avant de vous parler d'Iliwap, j'avais quelques questions à vous poser au sujet de la communication numérique et de l'information. Savez-vous combien de mairies en France possèdent un site internet aujourd'hui ? Alors, sachez que d'après une étude de 2020, près d'une mairie sur deux n'avait toujours pas de site internet. Et pourtant, 73% des Français estiment que le numérique permet d'améliorer la communication entre le citoyen et les élus locaux. Connaissez-vous le pourcentage de Français qui ont un téléphone mobile ? Alors, Sébastien l'a dit un peu tout à l'heure. Alors, sachez que 95% des Français utilisent un téléphone dont 66% recherchent de l'information directement dessus. Et c'est pour cette raison qu'en 2015, nous avons commencé à développer l'application citoyenne Iliwap pour permettre aux communes rurales de communiquer directement sur le smartphone des habitants. Nous l'avons appelé Iliwap, donc une contraction de Ili qui signifie à cet endroit-là, et de WAP, qui est un ancien système d'information. Et donc, effectivement, je suis Charlène Ferrapi, en charge du développement d'Iliwap, que je suis ravie de vous présenter lors de la 18e édition de Ruralytique. Dans un contexte de transition, il nous semble essentiel d'accompagner le changement en communiquant. Mais encore faut-il savoir comment communiquer et à quel prix. Aujourd'hui, il n'existe pas d'outils magiques, et afin de mieux comprendre les Français et leur utilisation des outils numériques, plusieurs études nous montrent que
Les familles et les seniors sont encore nombreux à lire le bulletin municipal. Les réseaux sociaux ont un réel impact sur les 35-85 ans. Les sites internet sont principalement consultés pour les démarches administratives. L'envoi de SMS, qui est un outil de communication puissant, mais à utiliser uniquement pour des alertes. Et enfin, les applications citoyennes, qui sont en plein essor et appréciées par les habitants pour faciliter l'accès aux services en ligne et effectivement leur apporter les informations et les alertes directement sur leur smartphone. Conclusion, il est désormais nécessaire de communiquer sur plusieurs supports de communication pour toucher la majorité de la population. En plus d'être efficace, une communication numérique vous permettra de répondre à plusieurs obligations comme la loi Matras, le plan communal de sauvegarde. Et à savoir que j'aime beaucoup parler de la commune de Brasparts, en Bretagne. Cette commune s'est équipée de notre solution il y a un peu plus d'1 an maintenant pour informer les habitants sur les travaux qu'il y allait avoir sur la commune. Alors cette commune est située dans les monts d'Arry et en juillet 2022, elle a connu de gros incendies qui ont ravagé le territoire. Vous vous rappelez peut-être de la chapelle du Mont-Saint-Michel de Brasparts qui a été épargnée par les flammes. Et bien, grâce à l'application EliWap, les élus ont pu alerter l'ensemble de la population et prévenir au sujet de l'évolution de l'incendie et protéger l'ensemble de la population. Alors, on se dit souvent qu'on n'a pas besoin d'un outil d'alerte jusqu'à ce qu'un événement majeur arrive. Donc, comme vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir. Mais alors maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi utiliser EliWap et pas une autre solution ? En plus d'être une application innovante, pionnière sur le marché, des applications mobiles et mutualisées, EliWap vous permet de communiquer depuis la même plateforme et en même temps sur votre site internet, sur vos panneaux lumineux, sur vos réseaux sociaux, via des alertes SMS et sur vos différents logiciels métiers déjà existants. EliWap vous permet donc d'informer, d'alerter et d'impliquer vos habitants, et tout ceci grâce à une seule solution. Vous allez me dire, c'est beau sur le papier, mais à quel prix ? Nous avons une offre assez incroyable. Ah oui, c'était là. Voilà, merci. Nous avons une offre assez incroyable qui permet aux mairies de moins de 1000 habitants d'avoir une application mobile, un site internet et un crédit de 1000 SMS, et tout cela pour 260 € hors taxe par an. Pratique et un prix abordable, EliWap doit commencer à vous intéresser. Mais est-ce que nous avons déjà des collectivités équipées ? Eh bien, EliWap est déjà en place dans plus de 2000 collectivités, 40 intercommunalités, et nous sommes en train de nous développer en Espagne. Et 70% de nos collectivités sont des communes rurales de moins de 3500 habitants. Maintenant, comment on avance ? Alors, je vous invite à télécharger EliWap sur la prochaine slide, puisque nous avons pu créer le QR code de la commune d'Aurillac. On a pu créer un compte de démonstration pour vous aujourd'hui. Vous retrouverez aussi mes coordonnées. Et si vous avez besoin d'y croire comme Saint Thomas, je vous propose de tester EliWap. Je vous offre 30 jours d'essai gratuit. Super. Merci. Merci beaucoup, Charlène. Merci. Et il y a aussi un autre facteur, effectivement, qui est extrêmement important par rapport à ces applications, c'est bien souvent, quand on vit sur un territoire, il y a des choses qui se passent et on se dit « Ah, j'étais pas au courant ». Et quand il y a un site web, effectivement, sur la moitié des communes, on vous dit bah fallait aller voir le site web. Donc c'est ce qu'on appelle le pull et le push. C'est-à-dire le pull, c'est moi qui vais chercher l'information, le push, je la reçois. Eh ben, on devient de plus en plus feignant, moi le premier, et on préfère la recevoir que d'aller la chercher. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, et on l'a vu sur les questions environnementales, sur l'alerte et les risques climatiques. Là, par contre, on a des gros enjeux, évidemment. Donc, information citoyenne, c'est quand on se dit qu'il suffit que je fasse une action pour mobiliser ma population autour d'une réunion publique, plutôt que de mettre des affiches partout et d'essayer de mobiliser différemment. Enfin, on voit le degré de simplicité qu'on peut atteindre avec ce type d'outils. Merci Charlène. Alors tout ça, faire un smart village, on l'a compris, c'est penser un peu différemment. David Perral l'a un petit peu évoqué, ainsi que Gilles Bougnol, ils se sont dit oui, ça peut me secouer. En tout cas, j'aborde le truc un peu différemment. Et puis, ça demande de l'engagement, ça demande de prendre des risques, de l'audace, et finalement de se dire, je vais pas inventer le village de demain avec le logiciel mental d'hier.
Et pour ça, va peut-être falloir monter en compétences. Et c'est pour ça que j'aimerais donner la parole à Jean-Philippe Poncin, qui est responsable de l'antenne Cantal du CNFPT, voilà, pour nous dire aujourd'hui ce que le CNFPT est en capacité d'accompagner, justement, dans la nouvelle manière de penser les projets de territoire. Merci Sébastien de pouvoir renouer aujourd'hui, après 10 ans d'absence, avec Ruralytic. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter le CNFPT au niveau national, donc moi qui suis là dans la boutique depuis 1 an, c'est vraiment un véritable honneur. Que peut faire le CNFPT pour vous dans les modes d'emploi, on voit énormément d'évolution de technologie, évolution de stratégie, et aujourd'hui, comme l'a dit Sébastien, préparer le futur, mais avec les connaissances et les idées du passé, c'est compliqué. Alors, je vais décliner ça un petit peu en 3 thèmes. Tout d'abord, la formation. La formation, donc le CNFPT propose des formations pour les agents territoriaux. Les agents territoriaux qui sont souvent un petit peu oubliés, j'entends peu parler d'eux au sein de Ruralytic, mais au final, qui sont les acteurs principaux, les aides des élus pour la mise en œuvre de tous ces projets, au-delà de toutes les sociétés, effectivement, qui peuvent accompagner les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, les agents territoriaux peuvent être formés sur un approfondissement des connaissances techniques. Donc on l'a vu avec peut-être plus de numérique, plus de connaissances sur le budget, plus de connaissances voilà, vraiment sur les notions techniques, de mise en œuvre par exemple des espaces verts, tout simplement, mais aussi sur de la compétence. C'est comment mener les projets aujourd'hui qu'on a vus de manière différente. On a évoqué l'intelligence collective, on a évoqué aussi la conduite du changement, et enfin l'aller vers l'habitant pour pouvoir l'impliquer dans les différentes décisions, ou au moins dans l'accompagnement du projet. Et donc, ce sont des compétences qu'on est en mesure de délivrer aux agents territoriaux pour que ensuite la collectivité puisse être autonome. Au-delà de ça, si effectivement la collectivité rencontre peut-être plus de difficultés, on peut nous-mêmes proposer des intervenants pour accompagner ces collectivités au changement. Et enfin, pour aboutir un petit peu à la fin des projets, on a la possibilité aussi de monter des événements sous plusieurs formats. Je pense entre autres à des points d'actualité pour faire de la veille technologique qui évolue souvent, la veille juridique. Alors dans un tout autre domaine, on a la réforme des retraites, mais qui a bouleversé un petit peu les collectivités territoriales. Mais ce sont des points d'actualité essentiels pour la vie des collectivités. Et aussi des événements pour magnifier un petit peu les projets de territoire. Et ça a été le cas un petit peu avec l'atelier d'hier sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments, qui a été mené par la communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne et accompagné effectivement par des acteurs du territoire pour un plan de rénovation des bâtiments qui permet aujourd'hui de mener à bien dans la totalité des communes de la Châtaigneraie cantalienne, ou presque, la rénovation de bâtiments, de 80 bâtiments sur place. Et ce, grâce aux outils numériques. Donc c'est vraiment la transition écologique et numérique qui a été menée à travers ce projet. Et le CNFPT a pu mettre en lumière, au travers d'un événement qui s'est déroulé le 8 juin aussi, le travail qui a été réalisé, et nous avons transformé un petit peu, comme l'évoquait tout à l'heure un intervenant, le projet en retour d'expérience, afin de devenir non pas un exemple, mais effectivement une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour ensuite le propager dans son propre territoire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc le CNFPT a des antennes quasiment dans tous les départements de France et d'outre-mer. Alors ça fait partie de la France, vous allez me dire, mais donc de l'Hexagone et d'outre-mer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos antennes pour pouvoir imaginer le monde de demain, commencer le mouvement à travers la formation, puisque c'est une fois qu'on a les connaissances qu'on peut vraiment et les compétences qu'on peut initier un mouvement et conduire le futur à travers, ici c'est le thème, la transition écologique et numérique, mais pas seulement. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Poncin. En effet, innover, c'est d'abord
dans la tête que ça se passe, c'est toujours la même chose. Et c'est important qu'effectivement, au niveau de vous-même ou de vos agents, vous puissiez avoir des soutiens pour accéder à de nouvelles méthodes, notamment de conduite de projet, de conduite du changement. Ça ouvre les chakras, c'est très clairement ça. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez, mais il est clair qu'on a besoin, nous aussi, de se mettre à jour. C'est un peu ça l'idée. Alors, je suis très content que Francis Huneau soit avec nous, président de l'association Notre Village Terre d'Avenir, maire adjoint de Navayangos, donc dans le Pays Basque, parce qu'il représente une association. Comment? Pas dans le Pays Basque. 64, enfin oui, Ouais, Pyrénées-Atlantiques. Voilà. C'est où C'est le Béarn. Ah, c'est le Moi, Béarn. moi, je suis dans le Béarn. Punaise. Attention, là, vous allez avoir des Punaise. problèmes. Hein. Je vais avoir les pneus de la bagnole qui vont être crevés dans 5 minutes. Bon, c'est pas grave, pardon, autant pour moi. C'est une association qui est née en 92 Ouais. Et qui est née déjà dès le départ. Vous êtes vraiment visionnaire puisque c'est une association qui est née sur la question des agendas 21 et du développement durable, Oui. autour de ces questions-là. Mais je vous laisse nous raconter parce que j'ai l'impression que j'ai des infos qui sont un petit peu biaisées. Oui, c'est vrai. En fait, notre village, c'était SOS Village au départ. Oui. En 1992, donc il y a plus de 30 ans. C'est ça. Et SOS Village, c'était pour défendre la ruralité et c'était pour combattre la désertification rurale, parce qu'en fait, les villages se vidaient à l'époque. Et il y a eu donc des changements aux alentours des années 2004 et 2005 où notre village est devenu, SOS Village est devenu notre village. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une connotation un peu pessimiste, on a voulu basculer dans une connotation optimiste et on s'est appuyé ensuite sur la démarche Agenda 21. Alors, la démarche Agenda 21, c'est une démarche dite de développement durable. Et la démarche de développement durable, elle s'appuie sur des recommandations de l'ONU qui ont été émises en 92. Nous, on l'a engagé donc il y a une vingtaine d'années avec nos adhérents. On a engagé cette démarche de développement durable basée sur les principes de l'ONU. Et donc, les principes de l'ONU, je rappelle que le développement durable, c'est pas que la transition écologique, énergétique ou numérique, ce que vous voulez. C'est beaucoup plus global que ça. Et je crois qu'il est important, les mots sont très importants, c'est un développement qui répond aux besoins de présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Très important ça. Ce que l'on fait actuellement va impacter les générations futures. Et ce que l'Agenda 21, il se fixait des objectifs pour le 21e siècle, donc jusqu'à 2100. 2100, c'est loin, on sera certainement plus tous là à ce moment-là. Il y a quelques-uns qui sont centenaires. Je croyais que vous étiez optimiste. Mais non, non. Là, malheureusement, faut être réaliste. Hein. Faut être réaliste. Hein. Et donc, le sommet de la Terre à Rio, c'était donc visionnaire. Hein. Le sommet de la Terre porté par l'ONU avait engagé ce principe d'Agenda 21. Et l'Agenda 21 s'appuie sur 3 composantes. L'environnement, le social et l'économie. Donc l'environnement, déjà à l'époque, on parlait de lutte contre le changement climatique, vous voyez, préservation de la biodiversité et des milieux et des ressources. Donc on est vraiment dans les aspects écologiques. Ensuite, dans le social, c'est beaucoup plus important, c'est épanouissement de tous les êtres humains, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations. Là aussi, tous les mots sont très importants. Et l'économie, c'est une économie qui se développe suivant des modes de production et de consommation responsables. Donc ça, c'est voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, et qu'on s'engage dans cette démarche-là, on s'engage dans un objectif global et on le décline au niveau local, au niveau de nos collectivités. Et l'association, c'est une association qui a été au départ créée par des élus au service des élus. C'est toujours le cas. Moi-même, je suis élu. Le staff du bureau sont des élus ou des anciens élus. On est tous issus donc d'élections qui ont eu lieu dans nos collectivités, essentiellement rurales à l'époque. Voilà. C'est combien aujourd'hui de collectivités membres l'association de notre village ? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de collectivités qui nous rejoignent facilement parce que ça tourne. Une fois qu'on a fait un projet Agenda 21, on a tendance à s'arrêter
et de pas continuer. Donc ça tourne. Donc on a une centaine de collectivités. Et depuis que l'association existe, on a accompagné un peu plus de 200 collectivités dans la réalisation d'un programme d'Agenda 21, qui est un programme de territoire, mais qui est un programme qui veut toucher à tout ce que j'ai présenté ici. Alors, on peut passer au slide suivant. L'agenda 21 se décline maintenant en agenda 2030. Pourquoi? Parce que l'ONU a voulu préciser les choses avec un objectif intermédiaire au niveau de l'année 2030. Et donc, il a rajouté des objectifs plus précis qui s'appellent les ODD, les objectifs de développement durable, et qui sont au nombre de 17. Et donc, on peut les retrouver calés par rapport aux 5 finalités initiales de l'agenda 21. Donc, c'est ce tableau, bon, je ne vais pas le détailler, hein, qui vous le présente. Voilà. Alors, l'association, donc, vous voyez, donc, ça, pardon. C'est une approche qui est très structurante, c'est une méthode. Ah, c'est une méthode. L'association accompagne. Alors, l'association accompagne, voilà, les collectivités. Elle fournit cette ingénierie, elle fournit surtout une méthodologie. Et in fine, à la fin, on peut passer à la slide suivante, elle délivre un label. C'est le seul label national, puisqu'on est une association nationale, qui, ce label national, qui atteste de votre engagement dans le développement durable. Voilà. Et c'est ça qui est le but de l'association, c'est de vous engager dans ce développement durable qui est beaucoup plus large, hein, que, je répète, que la transition écologique énergétique. Hein. On est vraiment à toucher à tous les aspects qui touchent au développement de notre environnement, hein, qu'il soit économique, social, sociétal, ou éventuellement. Et maintenant, ce qui nous touche, hein, beaucoup, c'est tous les aspects énergétiques ou les aspects écologiques. Voilà. Merci beaucoup, Francis Huneau. Donc, vous pouvez nous contacter. Je sais pas, je crois pas que j'ai mis de slide, mais le site internet, c'est notrevillage.asso.fr. Notrevillage.asso.fr. Et effectivement, on l'a vu pendant ces 3 jours, ces projets de territoire, enfin cette transition numérique et écologique, elle s'inscrit dans des projets de territoire qui sont plus larges. Mais c'est marrant comme finalement ce qui a été dit en 92 prend une espèce d'actualité beaucoup plus saisissante maintenant. C'est curieux, on a l'impression, mais oui, on savait déjà, on avait déjà mis en place des outils. Pourquoi on a résisté aussi longtemps? Parce qu'il y a un manque d'accompagnement de l'État. Je pense que c'est ça, la prise en compte. L'État n'était pas présent. Enfin, ils ont signé les accords en 92, mais après on s'est réveillé quand on a commencé à voir que la maison brûlait. Hein, comme dit Chirac, hein, je crois que c'est lui qui disait ça. Oui, tout le monde regarde ailleurs. Et voilà, tout le monde regardait ailleurs, mais là, on s'aperçoit que la maison brûle et on commence à réaliser. Nous, les communes qui se sont engagées avec nous dans les années 2006, elles étaient déjà visionnaires. Hein, et moi-même, ma commune, je l'ai engagée quand j'étais maire, parce que là, je ne suis plus maire, mais en 2011, vous voyez, 2011. Donc, 2011-2023, bon, on est à une douzaine d'années, parce que j'ai fait 2 mandats. Mais voilà, on s'est engagé à ce moment-là. Mais toutes les communes ne réagissent pas forcément dans cet esprit-là. Et il faut avoir en tête qu'il faut réaliser une approche globale, hein, et il faut faire quelque chose de cohérent. Hein, on ne peut pas simplement faire toucher à l'écologie ou les bâtiments, les protéger par rapport aux déperditions énergétiques, etc. Il faut regarder tous les aspects. Hein. Si on construit une école qui va avoir des impacts, je dirais, énergétiques, il faut aussi l'expliquer aux enfants. Hein, parce que les enfants, ils vont porter les choses pour les années futures. Et c'est eux qui seront mobilisés. Et il faut avoir ça en tête. Il faut mobiliser la population maintenant, mais il faut mobiliser aussi les enfants des écoles. Et donc, voilà. 30 ans plus tard, vous êtes encore pionnier. On espère. Voilà. Merci. Mais c'est pas facile, quoi, parce qu'il faut convaincre. Il faut convaincre. Et l'État, justement, a plutôt une réponse, je dirais, sectorielle, plutôt qu'une approche globale. Alors que récemment, c'était les 30 ans, en 2022, hein, c'était les 30 ans des années 92. Et donc pour l'ONU, hein, j'entends pas pour notre association.
Et il y a eu très peu de communication. Il y a on ne parle pas de ça au niveau du ministère de l'écologie et de la transition énergétique. On parle on est toujours pareil avec des niches, et on parle de transition énergétique, transition écologique, voilà, mais on parle pas du reste. Merci beaucoup. Et on voit que derrière, quand on regardait effectivement l'agenda 2030, c'est finalement très structurant pour un projet de territoire. Vous avez des briques comme ça. Je trouve que c'est un pense-bête assez idéal pour penser un smart village. Et c'est un programme d'action. C'est-à-dire qu'on veut du concret derrière. Hein. On n'est pas dans le blabla. Faut être très clair. Là-dessus. Les collectivités construisent un projet de développement durable qui doit se réaliser sur une période de 3 à 4 ans. Et ce projet, alors tout ne va pas forcément se faire, mais ce projet, c'est des actions concrètes qu'il faut mettre en œuvre et pour lesquelles on va demander, nous, quand on va les accompagner, de nous dire qui va le faire, comment ça va être financé, combien ça va coûter, et qu'est-ce que ça va concerner, et qu'est-ce que ça va toucher parmi les finalités ou les ODD de l'agenda 2030. Très clair. Merci beaucoup. Merci, Francis. Je vais vous piquer le micro. Je vous laisse vous partager les deux qui restent parce que je vais me balader dans la salle. C'est l'heure des questions, des témoignages, des remarques, et puis on fera rebondir la parole auprès de nos intervenants. Voilà, ici. Alors, je vous demanderai effectivement de vous lever et de vous présenter juste avant de prendre la parole pour que tout le monde voit votre bobine. Merci Sébastien, merci pour Ruralitique, à toute l'équipe, c'était super. Avec plaisir. Alors, je suis un ressortissant du village d'Arvieux et professionnellement, je suis consultant j'accompagne les structures dans des transitions, transformations numériques responsables. Donc, ma question en lien avec ça, puisque c'est aussi le sujet de Ruralitique, elle s'adresse à tout le monde, mais principalement aux différents opérateurs qui sont exprimés. Donc, on a vu hier, ou on a aperçu hier que le numérique pouvait avoir des impacts sur l'environnement et la société. Donc, j'aimerais poser la question aux différents opérateurs. Comment prenez-vous cela en compte dans vos stratégies? On a vu une stratégie bien commerciale de Charlène. Donc, dans vos stratégies d'entreprise, comment prenez-vous en compte l'impact environnemental de vos activités et l'impact sur la société? Qui souhaite répondre? Ah, tu nous as cloués là. Ouais, c'est que c'est toujours compliqué parce qu'on est, hélas, dans un domaine où le numérique, effectivement, on n'est pas, même si mais nous, les premiers, parce qu'on parle de biodiversité, mais on est forcé de constater que on a une problématique effectivement entre numérique aujourd'hui et écologie, développement durable, et qu'il y a quelque chose à passer et qu'on est hélas dépendant. Alors après, il y a toujours chacun a sa propre façon d'agir. Voilà, aujourd'hui, il y a des data centers plus écologiques que d'autres. Il y a des problématiques. Si on parle de développement durable, on peut parler de souveraineté numérique aussi. Je pense qu'il pourrait faire partie un peu de la thématique. Il y a plein de petites choses dedans. Nous, on manipule beaucoup de hardware également. Force est de constater que à notre niveau, à notre échelle, on des petites choses, mais qui restent, quoi qu'il arrive, des petites choses. Et c'est des stratégies. Une des choses où nous on a voulu, on s'est positionné en tout cas en termes de matériel, c'est de pas avoir ce qu'on appelle en technique de l'OM, voilà, vraiment du tout intégré. On fait des tables tactiles aujourd'hui où chaque élément est bien différent. On a un ordinateur, un écran, un emballage autour de tout ça, ce qui fait que tout peut être changé sans nous consulter, les gens sont autonomes, etc. Ça reste des petites choses et à notre échelle en tout cas, c'est vrai qu'on est quand même dépendant de beaucoup plus gros pour vraiment avoir une action dans ce cadre-là. On peut avoir voilà, ces réflexions et ces directions-là, mais qui hélas restent faibles à mon sens. Oui. Oui. Fred, je vais te répondre. Non, juste une idée qui me vient par rapport au projet d'Arvieux. Le numérique, c'est fait pour aller vite. C'est fait pour accélérer les choses et tout. Et le Thierry d'Arvieux, il se sert de ça. Il accélère vite grâce au numérique, mais les gens aspirent à vivre plus doucement. Du coup, à accueillir des gens qui vont venir vivre à Arvieux pour vivre une nouvelle vie plus calme, plus sereine. Donc c'est le lien, le numérique, moi je le vois comme outil, comme ça, c'est-à-dire accélérer les choses, aller vite dans les démarches. Mais après, permettre aux gens de venir. C'est ceux qui déjà aspirent à ça, à venir vivre tranquillement, à une vie plus lente. Voilà. Parce qu'on va tous trop vite. Bon, c'est tout.
C'est Le numérique, ça sert à ça. Après, Fred, comment essayer de gérer ça, je sais pas. C'est pas à l'outil de fixer le rythme. D'autres questions ou témoignages de la salle? Je vais Oui, pardon. juste répondre quelques mots. Bon, c'est vrai que nous, on a participé au groupe de travail de l'ARCEP sur ce ce qu'on appelle le numérique soutenable. Et donc en fait, quel est l'élément, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour justement participer à un meilleur usage du numérique. Alors nous, on a plusieurs réponses. Premièrement, c'est vrai qu'on pratique le reconditionnement de matériel. Donc ça joue aussi beaucoup parce qu'on n'est pas dans l'hyper consommation et on peut proposer en fait des solutions avec du matériel reconditionné qui fonctionne très bien et donc on va augmenter la durabilité. Et le deuxième élément, c'est que on joue également sur les forfaits, c'est-à-dire qu'en fait les forfaits qu'on propose sont des forfaits avec des volumes adaptés en fait aux besoins des gens. Donc, ce qui d'une part a un impact sur les prix, puisque les gens peuvent utiliser des solutions avec des tarifs très intéressants. Et ensuite, on est vraiment dans la réalité de la consommation. Nous, on alerte toujours en fait les choses sur les discours de l'illimité, etc. Enfin, je dirais, donner l'impression en fait que le numérique maintenant, il faut partir sur des souhaits illimités, regarder Netflix, etc. Bon, tout ça est très consommateur. Donc, je dirais, on est peut-être là-dessus, on essaie nous d'apporter des réponses qui en termes d'usage et d'abonnement, qui répondent vraiment aux besoins des gens, maintenant sans brimer qui que ce soit. Mais on pense qu'il faut en effet adapter bien les consommations aux usages de toutes ces technologies numériques. Ça a un impact réel sur tout ce qui est derrière et sur toute la consommation globale du numérique. Merci. Vincent. Oui, au niveau du village d'Arvieux, en fait, en tant qu'élu de la commune d'Arvieux, on a un ennemi, en fait, c'est le numérique, puisqu'en fait, on a plein de ressources disponibles sur notre territoire, ce sont les habitants. Et les habitants, en 10 ans, ils sont passés en moyenne de 3 heures d'exposition aux écrans, hors professionnel, à 5 heures. Or, si on arrive à convaincre Arvieux ou dans notre territoire de faire la semaine locale, enfin, la semaine de l'engagement local universel, je dirais, et qu'on fasse le pari collectivement de dire j'enlève 1 heure d'écran aujourd'hui, je la redirige au bénéfice de la communauté, ça peut être ma famille ou le village. Et bien, au village d'Arvieux, il suffirait de convaincre 10% de la population pour avoir un équivalent de 20 temps plein, de 20 ETP. Voilà. Donc vous imaginez, en fait, c'est très compliqué, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'entreprise digitale, on doit créer des interfaces qui donnent envie aux gens d'aller voir leurs voisins de la rue. Donc, en fait, et de quitter leur écran. Donc, en fait, réellement, le numérique est une plaie à la participation, puisque la société du spectacle entraîne une passivité collective. Merci. Et c'est un ingénieur informaticien qui le dit. Je te laisse te présenter à la salle. Michel Sauvade, je me présenterai là comme maire de Marsac en Livradois. Un mot peut-être dans le prolongement de la question posée par Fred, si j'ai bien compris que c'était Fred, par rapport à l'utilisation d'ILiWAP. Marsac, 1500 habitants, 195 personnes abonnées sur ILiWAP, avec une géolocalisation qui fait qu'on a pour l'essentiel des habitants de la trentaine de villages, on appelle ça des villages, mais des hameaux de la commune. Et en réalité, on disait tout à l'heure qu'il faut multiplier les canaux de communication. Je ne suis pas certain que ça soit quelque chose de forcément efficace. On a vu l'exemple de la fibre et du cuivre qui va s'effacer. Pour l'exemple concret de la commune de Marsac, on utilise depuis longtemps finalement ce canal de communication. Ça remplace très avantageusement et très rapidement les panneaux d'affichage du village pour un certain nombre de communications, sachant que lorsque 195 personnes reçoivent cette information en réalité, elle est démultipliée dans le cercle familial, mais également dans le cercle des voisins. Et donc, moi, je perçois ce qu'il vous dit comme vraiment un outil différent de communication, qui n'a pas vocation à s'additionner aux autres, mais qui a vocation en quelque sorte à les agréger, substituer plutôt, à un certain nombre d'autres, connaissant l'évolution en plus du
produit et sans faire commercial, on répond à des attentes de plus en plus importantes et originales, des choses qu'on n'aurait pas forcément eu ni le temps ni l'idée de faire. Aller faire un sondage rapide sur un point précis ou des signalements, ça veut dire qu'il faut appeler la mairie, qu'il faut nous envoyer, etc. Ça se fait automatiquement et directement. Donc, pour répondre à la question finalement sur l'efficacité énergétique, on n'a pas fait le bilan, je n'ai pas envie de le faire, mais j'ai vraiment l'intuition qu'il y a un gain dans ce domaine-là également. Merci Michel Sauvade. Ah, Ici et ensuite ici. Juste en attendant, pour compléter aussi les réponses, il y a une problématique d'éducation aussi professionnelle avec les gens avec qui on travaille. Nous, nos outils, en fait, aspirent de la donnée constamment des collectivités. On parlait d'open data en l'occurrence, etc. Et il y a une vraie éducation aussi sur l'utilisation de la conception et l'utilisation de la donnée. Chose toute bête, on parle souvent des mails, la taille des mails, des choses comme ça, mais la taille des médias, puisque du coup, on fait de plus en plus de photos, d'images, voilà, il voit, bon, je sais pas, on va aussi envoyer ce genre d'éléments dans les messages, etc. Et ou les sites internet et ainsi de suite. Et il y a une vraie problématique, un vrai apprentissage de la consommation écologique, ouais, de cette donnée et qui est aujourd'hui je pense aussi un vrai levier, mais qui concerne plus une pédagogie finalement que des problématiques technologiques. En fait. Merci Pierre-Jean. Ici une question, une remarque ou un témoignage. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tout le monde. Si vous voulez bien mettre le micro. Voilà, merci. Nous, ça fait 3 jours que nous sommes là. Nous venons de Paris, de la région parisienne et du Sénégal. Et aussi, vraiment, nous sommes très, très contents d'être là parce que ça nous a coûté un peu de Paris. Voilà. Alors, ma question, c'est de savoir comment vous faites pour pouvoir attirer les citadins dans la réalité, parce que dans les grandes villes, nous sommes tassés les uns sur les autres, avec la pollution et les jeunes, ils ne peuvent pas venir dans les villages, dans les campagnes, alors que ça fait bon de vivre. Et je trouve, nous avons beaucoup appris, et aussi au Sénégal, par exemple, nous avons Dakar, comme vous avez vu, comme c'est très pollué, et les villages, les routes ne sont pas bien faites, et il n'y a pas l'informatique, donc les jeunes ont tendance à déserter, à venir dans les capitales, et même prendre les bateaux pour vraiment aller retrouver le numérique ou pour s'exprimer et être entendu. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, surtout les femmes et les jeunes qui ont vraiment des difficultés et aussi même avec la violence conjugale, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à faire voir tout cela. Donc, qu'est-ce que vous faites? Déjà, j'ai aimé Iliwap et j'ai été dans leur stand et je vais adhérer. Merci. Et vraiment, c'est très bien. Merci. Et sans oublier aussi pour aussi comment ça s'appelle, voilà, pour rénover les bâtiments, les anciens bâtiments pour mettre à disposition, surtout des associations qui ont des difficultés. Et je trouve ça, c'est une très bonne chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une question à 360 degrés, s'il en est. Hein. Alors peut-être qu'on va essayer de la saucissonner. Donc la première, c'est oui, comment attirer un certain nombre de populations urbaines, notamment jeunes, vers nos villages. Ça, c'est un vrai défi. Et c'est un défi qu'on se pose. David, vous avez peut-être une partie de la réponse, David Perral. On l'évoquait, mais attirer, il y a un travail, tout à l'heure, il y avait une notion de travail en commun, et chaque village sur un territoire peut travailler pour communiquer, pour attirer. Donc c'est ce que l'on fait, on essaye de faire humblement. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 2 passages aux 20h TF1, ça aide à booster. Mais je crois que pour avoir un véritable impact, c'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est pas chacun dans son coin. On fait tous partie ici d'un territoire. Je suis bien chauvin, mais dans notre territoire du Cantal, mais à côté Lac Saint-Try, l'Aveyron qui n'est pas loin.
c'est le travail collectif et de mettre en avant tout ce que l'on peut avoir sur un même lieu. Et on a la chance au niveau du département d'avoir justement le conseil départemental qui fait beaucoup et qui œuvre beaucoup pour communiquer et faciliter l'accès. Ensuite, dans ce qu'évoquait la dame, c'est principalement quel peut être le frein à l'installation en zone rurale. Et souvent, on va trouver moins de services. Nous, on a pris un parti, c'est de dire, quand les gens s'installent chez nous, il peut manquer peut-être de yoga, ou il peut monter des festivals de musique. Et on dit, en tant que collectivité, on n'a pas la capacité à faire à votre place. Par contre, allez-y, faites-le, et nous, on va vous aider. Et en fait, c'est ce qui fait que on a un festival international de guitare qui a fait sa 2e année. On a un festival irlandais qui a vu le jour pour la 1re année. Et en fait, c'est pas une équipe d'élus qui peut faire bouger un village, c'est la population, c'est les citoyens. Donc, il faut enflammer ou allumer la mèche, soutenir les gens qui ont des idées et les soutenir dans toutes les difficultés qu'ils vont avoir à partir du moment où ils font quelque chose. Parce que dès qu'on fait quelque chose, on rencontre des difficultés. Ça, c'est une certitude, mais c'est une très belle émulation et voilà, de mettre en commun. Et moi, ce que j'apprends aujourd'hui, j'apprends voilà, qu'il y a beaucoup de documents qu'on peut avoir en commun. Et si on regarde, ceux qui ont créé des festivals ou des animations, ils travaillent entre eux. Peut-être qu'on va arriver à créer une organisation qui mette en avant toutes les associations et tous ceux qui créent des événements tout au long de l'année pour mutualiser du matériel, des moyens. Donc, en synthèse, pour attirer, c'est de pouvoir dire, en termes d'environnement, on a largement tout ce qu'il faut. Et si jamais il ne manque que quelques services ou que quelques animations, eh ben, on est tous en capacité de les créer. Alors pour répondre à la question aussi, vous avez vu tout à l'heure, il y avait 2 tiers-lieux sur le schéma et on a eu des jeunes qui ont débarqué en 2020 en disant on veut créer une école de la transition écologique et sociale. Il y avait un château en vente qui était un privé, donc inhabité, inaccessible à la population. La Scope Laetis a choisi de déplacer de l'argent de sa banque dans ce château en fonds propres, de déplacer ses fonds propres et ouvrir au village et à ces jeunes pour créer un univers de transition écologique et sociale. Donc là, maintenant, on a créé des formations et on a créé et on a 5 jeunes qui vivent au village. Et comment ça arrive? Ça arrive plus par les événements que par TF1. En fait, on a eu 2-3 trucs sur TF1. Franchement, c'était plutôt des emmerdes qu'autre chose. Parce qu'en fait, on est toujours stéréotypé, donc on accueille les gens qui viennent, ils viennent avec une fausse idée du village. Et par contre, fabriquer, toujours pareil, fabriquer. L'événementiel crée des liens et finit par faire venir les gens. Communiquer sur Internet, bien sûr. Et rendre le patrimoine bâti ou rendre l'inaccessible accessible, rendre le privé commun, ça crée des espaces imaginaires qui font que les gens viennent. Quoi, voilà. Et nous, c'est le château d'Arvieux qui était un inhabitable, qu'on a rendu habitable et commun, quoi, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils ont réussi à faire que tous les gens du village, les vieux, les jeunes viennent, alors que c'était inimaginable il y a 1 an. Quoi. Et juste le volet écologique par rapport à ça, c'est que ces jeunes viennent avec des idées très fortes par rapport à ça. Et quand on est en milieu rural, c'est pas évident de faire passer le message. Et ces jeunes, petit à petit, ils font leur chemin et ils commencent à convaincre quelques collègues, des amis qu'on a. Voilà. On prend ça. Ça, c'est déjà très important. C'est une première démarche. Alors, on va y arriver, mais il faut le temps. Voilà. Et donc vraiment, pour vous dire, il y a des villages qui sont accueillants par nature, qui ont compris que leur richesse, c'était l'autre, la différence, et d'autres un peu moins. Et ben, ce petit différentiel, c'est ce qui fait l'attractivité. Et un village qui est fier de ses services, il est attractif. Parce qu'un village qui est pas fier de ses services, il dit pas aux autres de venir. Et un village qui est fier de ses services, c'est quand les gens ont fabriqué leur territoire. Et moi, je crois les villages, c'est un fabuleux endroit où on peut faire le pari que les gens qui habitent le village, c'est ceux qui l'ont fabriqué. Et quand vous fabriquez votre village, vous n'avez pas envie de le mettre en feu et à sang. Et vous en êtes fier et vous devenez attractif. Donc en fait, on montre que les démarches participatives créent de l'attractivité parce qu'on est fier de ce qu'on a créé. Et donc à midi le dimanche, on en parle. Et le bouche à oreille a une puissance bien plus forte que TF1, d'après l'expérience d'Arvieux. Merci pour vos réponses. Peut-être en brève synthèse, pour répondre à votre question, madame, c'est vrai que voilà, déplacer des populations, notamment jeunes, depuis les grandes aires urbaines vers les campagnes, suffit en fait de mettre en place les conditions d'un véritable accueil, c'est-à-dire, et on rejoint les objectifs de développement durable, permettre l'épanouissement de ces personnes.
Voilà. Il ne s'agit pas de mettre des gens à la campagne parce qu'on veut s'en débarrasser dans les villes. Il s'agit vraiment de, comme le disait effectivement Vincent, dire que c'est une richesse et qu'on peut créer des conditions pour l'épanouissement de projets dont ces gens sont porteurs. Ici, une question, un témoignage. Je vous laisse vous présenter, docteur. Bonjour, François Lachache, je suis médecin, bientôt à la retraite et élu retraité carrément. Ma question, c'est aux Dordognaux qui ont leur projet de télémédecine, c'est de savoir comment, mais c'est peut-être le rôle plus de la CPTS, ils ont inclus la population médicale existante, médecins et infirmiers. Comment ils les ont fait monter dans le train de la télémédecine, et s'ils ne sont pas encore dans le train, comment ils vont leur donner l'élan décisif pour qu'ils y viennent. Et une petite chose pour les habits sénégalais, le Sénégal, c'est un grand pays de la télémédecine. Ça, c'est quelque chose dont tout le monde doit être informé et conscient et dont ils peuvent être fiers. Il faut qu'on y aille voir alors. On attend votre invitation. Olivier Dupuis, je vous laisse répondre. Alors effectivement, ça a été un gros travail de pouvoir mettre en place, comme je l'évoquais tout à l'heure, de façon réglementairement correcte cette télémédecine, puisque le projet est ouvert donc aux infirmières et infirmières du territoire qui peuvent s'impliquer pleinement dedans, soit effectivement avec la disette mobile pour aller faire des diagnostics ou avoir une aide au diagnostic chez leurs patients qui ne le sont pas, eux, mobiles, ou dans le cabinet infirmier, puisque cet ensemble, cette borne, ce chariot de télémédecine est implanté à un seul endroit. Il ne doit pas être privatisé, il ne doit pas appartenir qu'à un cabinet infirmier. Ça veut dire qu'il a fallu travailler avec la CPTS du Bergeracois pleinement, et là j'insiste là-dessus, c'est une force d'avoir sur un territoire une CPTS, une communauté professionnelle territoire santé. C'est une association extrêmement puissante, autant sur la partie réglementaire, sur la partie dynamique, que sur la partie animation de territoire. Nous avons récemment travaillé avec eux pour un village prévention santé sur ma commune, mais bon, ça aurait pu se faire ailleurs. La prévention, c'est le premier maillon de la chaîne du soin. À partir du moment où on rentre dans la prévention, on évite déjà beaucoup de pathologies et beaucoup de maladies. Malheureusement, la prévention s'est perdue avec la pandémie et la crainte d'aller consulter ou peut-être la crainte d'aller consulter tout simplement en pensant que les hôpitaux ou les centres de soins étaient contaminés. Bon, là, il y a besoin de revenir sur ces actions de prévention et la CPTS est extrêmement dynamique là-dedans et nous avons pu faire ce village, mais pas que dans ce domaine-là. C'est aussi la création de MSP. Purement, on ne peut pas passer outre le fait qu'il faut des conseils et des services de la CPTS. Donc, on s'est appuyé sur cette association qui est allée consulter l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, qui a pu avoir leur accord sur comment on fait, de faire signer des chartes de bonnes pratiques et de bonne conduite aux infirmières du territoire, de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence, même si on ne peut pas tellement parler de concurrence dans la pénurie d'heures de consultation, mais en tous les cas, il fallait qu'on a pu border tout ceci. Et ça peut servir à d'autres territoires. Maintenant qu'on sait comment il faut faire, on peut le dupliquer, on peut l'amener sur d'autres territoires sans difficulté. Et avec ça, on a pu travailler avec la CPAM, pour pouvoir aussi voir comment ça pouvait être remboursé, tous ces actes pouvaient être valorisés. Parce qu'au départ, c'était pas gagné. Au départ, on pouvait avoir des consultations qui n'étaient pas remboursées, voire le patient se voir rappeler des remboursements. Donc, on a été freiné. Autant la partie technique sur ce projet a été faite comme il fallait dans les temps, au matériel, liaison numérique, pas de difficulté. Sur ces parties réglementaires, ça nous a pris une bonne année pour pouvoir mettre tout en place. Ça fonctionne aujourd'hui, donc c'est très bien, mais la CPTS a été un acteur incontournable sur ce montage de projet. Et pour répondre à une question précédente, effectivement, en termes d'environnement, même si c'était déjà utilisé par des professionnels de santé, la liaison numérique pour pouvoir avoir des conseils sur d'autres centres de soins plus importants, les radios partent et reviennent avec un diagnostic. Aujourd'hui, ça évite aussi des déplacements. Ça les évite parce que les professionnels de santé n'ont plus le temps de se déplacer vers leurs patients. L'efficacité fait que, et ça évite aussi des gens en commune rurale de devoir aller loin pour pouvoir consulter. Aujourd'hui, en termes de déplacement, ça limite énormément. Et concernant l'attrait du territoire, je rejoins mon collègue maire. Effectivement, nous sommes là élus pour pouvoir créer l'attractivité de nos communes par la consolidation, la construction des services, que ce soit tant sur la santé, la petite enfance, tous les services qu'on peut avoir dans une commune. Voilà.
Merci, que je comprenne bien, la CPTS, ce sont, sur la base du volontariat, des professionnels de santé qui se réunissent. Donc oui, c'est encore une fois, c'est les personnes de votre territoire sont votre première richesse. Enfin, je dis ça, je dis rien parce qu'on l'a entendu en filigrane pendant toute cette matinée. Je vous remercie infiniment.